petit déjeuner politique. Il est 7h44, merci d'être avec nous ce matin. C'est le petit déjeuner politique d'Adrien Taquet, qui est secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Bonjour Adrien Taquet. Bonjour. On va parler de la protection des enfants dans un instant, mais avant cela aussi les questions d'actualité. La grève n'a que trop duré. C'est Édouard Philippe hier. Il a gardé son calme, mais on le sent quand même un peu, ça bouillonne intérieurement. Non, il est toujours très calme et serein. Ouais, c'est la faute à qui alors si elle continue de durer? Il n'est pas question de faute. Là, je pense que tout le monde s'accorde à dire que un compromis qui a été trouvé, une conférence de financement qui va être lancée, installée d'ici la fin du mois pour définir quelles peuvent être les modalités d'équilibre dans les différentes entreprises. Il y a des négociations, des concertations qui ont en cours, à la SNCF, à la RATP, différents secteurs. Je pense à l'éducation nationale, notamment, parce que Jean-Michel Blanquer mène des concertations avec les syndicats. Bref, tout est réuni, effectivement, pour que le dialogue continue, que la grève s'arrête, que les Français puissent eux aussi retrouver un peu de sérénité, de calme. Vous savez, moi je suis élu, avant d'être ministre, j'ai été élu député dans les Hauts-de-Seine, à Asnières, à Colombes. À Asnières, il y a la ligne 13, qui est déjà pas une ligne tous les jours facile. Dans les Hauts-d'Asnières, les gens qui ont déjà des difficultés, généralement, ils galèrent depuis mais des mois pour rejoindre le boulot. Non, mais c'est bien que ça s'arrête. C'est vrai, et le gouvernement compte aussi sur un essoufflement du mouvement. Et malgré tout, on le voit dans notre balise d'opinion IFOP ce matin, le soutien à la mobilisation contre la réforme des Français, ça repart même à la hausse. Plus 3 points, 50% des Français qui soutiennent encore la mobilisation. Comment vous l'interprétez, ça? Alors, moi, je pense qu'il faut déjà faire le distinguo, je pense, entre Paris, la région, l'Île-de-France, plus que Paris. L'Île-de-France, où les Franciliens subissent quand même les grèves, et la province où c'est moins le cas. Le Parisien, d'ailleurs, avait fait un très bon dossier à ce sujet il y a cela une dizaine de jours. Puis ça veut dire qu'il faut continuer à expliquer, à continuer à faire appel à lui. C'est une réforme déjà qui est complexe, qui est importante, conséquente, qui va avoir des implications dans la vie des gens. C'est normal pour des réformes de cette ampleur-là, que ça soulève des interrogations, des inquiétudes, des craintes. Il faut qu'on continue à faire la pédagogie. Les explications venant du gouvernement sont pas très claires, qu'on n'ont pas été très claires depuis le début, quand même. Âge pivot, pas âge pivot, etc. Enfin, on a eu du mal à suivre, quoi. Combien on va gagner par la suite? Les gens sont un petit peu perdus. Les gens s'interrogent un petit peu. On passe d'un système à un autre. Les gens s'interrogent sur ce qu'ils vont, la pension qui va être la leur, mais il y a un certain nombre de garanties qui a été données, notamment sur le fait que les pensions ne baisseront pas, tout ce qui a été acquis ne sera évidemment pas remis en cause. Quand il y a des nouveaux systèmes de calcul qui peuvent a priori paraître pénalisants parce que, par exemple, les primes ne seront plus prises en compte, je pense aux enseignants notamment, il y a des négociations et concertations avec des chiffres, des montants qui sont annoncés d'ailleurs, qui sont conséquents, si je peux me le permettre. Je pense que pour les enseignants notamment, c'est une véritable opportunité de revalorisation de ce métier et de leur carrière. Si cette mobilisation continue, s'il y a toujours ce soutien, est-ce que le gouvernement va pas encore devoir revoir sa copie quand même là? Parce qu'à un moment donné, on va être dans une impasse, non? De ce que j'en sais, de ce que j'en vois, de ce que j'en entends, la mobilisation sur le terrain a plutôt tendance à diminuer. Je crois que notamment dans les transports parisiens, j'ai l'impression que l'ensemble des lignes de métro sont de nouveau en marche et que les gens retrouvent un cours de leur vie un peu plus normal. Il y a toujours des journées d'action, les avocats, les enseignants qui vont repartir aujourd'hui. Ce soutien donc là on le voit dans les sondages quand même. Alors, il ne faut pas gouverner avec les sondages, mais quand même. Non, il ne faut pas gouverner avec les sondages, mais il faut être à l'écoute des inquiétudes, des interrogations que peuvent avoir les Français. On continue. On est dans la même attitude que depuis le début, une attitude ouverte. Le Premier ministre avait parlé de bras ouverts. Nous discutons, nous expliquons, et moi j'ai très bon espoir que toutes les interrogations finissent par trouver réponse. Oui, alors d'autant qu'il y a beaucoup d'autres conflits. Vous êtes ministre auprès d'Agnès Buzyn. L'hôpital va mal avec notamment les chefs de service démissionnaires. Est-ce qu'il faut envisager un Grenelle de la santé là? Écoutez, moi je pense que le constat on le partage. C'est d'ailleurs pour ça que dès son arrivée, la ministre a pris un certain nombre de décisions sur l'hôpital. Il y a eu un grand plan qui s'appelait Ma Santé 2022. Je pense qu'on partage aussi le caractère d'urgence. Et c'est pour ça que le 20 novembre dernier, le Premier ministre et Agnès Buzyn ont annoncé un grand plan investir dans l'hôpital et qui répond en réalité aux 3 grands points de la lettre que les démissionnaires ont adressée à la ministre il y a de cela 2 jours. Je permets de rappeler quelques chiffres quand même. Il va y avoir 450 millions d'euros débloqués sur 3 ans pour notamment acheter du petit matériel, ces brancards qui manquent, couvrir des lits, etc. Il va y avoir une reprise de la dette des hôpitaux, 10 milliards sur 3 ans. Concrètement, 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 ça veut dire que chaque année, c'est 800 millions à 1 milliard d'euros qui vont être dégagés
pour les établissements afin qu'ils puissent ouvrir des lits, verser des primes, acheter du matériel. Et puis enfin, c'est un certain nombre de primes qui ont été attribuées, je ne vais pas rentrer dans le détail, à un certain nombre de professions. Enfin, un exemple, une infirmière en gériatrie en Ile-de-France va gagner un 13e mois à partir de cette année. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ça a été décidé en novembre dernier, annoncé en novembre dernier. Les premières mesures commencent à être mises en œuvre là. Là, en janvier, les établissements, cette semaine, vont avoir 150 millions d'euros déjà pour commencer à réinvestir. En gros, je pense qu'on partage le constat et les 3 points que les médecins soulignent démissionnaires soulignent dans leur courrier, je pense, trouvent leur réponse. Attendons que ça produise leurs effets. La ministre aura l'occasion, d'ici la fin de la semaine, elle va les recevoir. Elle va les recevoir ? Il est prévu qu'elle les reçoive. Quoi, en cette semaine ? D'ici la fin de la semaine. C'est-à-dire, il ne reste plus que 24 heures. Donc jeudi. D'ici la fin de la semaine. Donc demain, sans doute. Donc aujourd'hui ou demain. Demain, sans doute. Pour effectivement réexpliquer ça et se dire que nous sommes alignés sur et le constat et les mesures à prendre. Et franchement, nous répondons avec les mesures que nous avons annoncées. Nous répondons aux exigences des professionnels. Adrien Taquet, le temps file vite là un peu. Un mot sur la politique. Vous venez des rangs de la gauche. Est-ce que Ségolène Royal peut représenter une menace pour Emmanuel Macron et En Marche en vue de 2022 ? Écoutez, moi, je suis très très loin de me poser ce genre de questions. Vous êtes sûr ? Oui, vous avez participé à la création du mouvement En Marche, donc vous connaissez la politique. Oui, je connais un peu la politique. Enfin, n'essayez pas de me faire des corrélations entre ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer avec son poste d'ambassadrice. Les éventuelles échéances électorales à venir, je pense que ça n'a aucun lien. Elle revient sur le devant de la scène, du coup, à la faveur de ce limogeage. Mais écoutez, très bien, comme ça au moins elle sera libre de tenir tous les propos qu'elle a envie de tenir. Moi, un ambassadeur, qu'il soit d'épaule ou d'ailleurs, moi j'ai toujours appris, moi je suis assez légaliste, et vous savez, bon élève, il y avait un espèce de devoir de réserve. Il me semble qu'il a été rompu, et surtout j'ai cru comprendre que elle était peut-être en deçà des attentes sur le fond des dossiers sur lesquels on l'avait missionné. Bon, mais en tout cas, elle peut être là sur la scène politique pour 2022. Écoutez, elle comme d'autres. La loi bioéthique revient la semaine prochaine au Sénat. Alors, il y a un collectif qui appelle à une manifestation dimanche prochain, dénonçant une dérive marchande de la procréation, avec notamment la privation du père, de façon un peu officielle. Quelle garantie vous pouvez offrir ? Écoutez, vous savez, on dit souvent, enfin, une loi de bioéthique, c'est pas une loi d'égalité, c'est pas une loi de liberté non plus. Non, c'est au contraire une loi d'interdiction. C'est justement au prisme de nos principes éthiques fondamentaux et celui de la non-marchandisation du corps est un principe important, fondamental et que nous appliquons très strictement, c'est mettre des limites à l'évolution des technologies. Donc il y a un certain nombre de dispositions dans le texte qui interdisent la marchandisation du corps qui est évoquée par ce collectif. Je pense notamment à la réaffirmation de l'interdiction de la GPA, puisque c'est un peu ça qu'ils ont. Qu'ils ont non, mais il y en a pour certains qui disent c'est inéluctable. Derrière, ce sera la GPA. Non, je suis pas d'accord avec ça. À partir du moment où nous partageons ce principe éthique, ça ne sera pas le cas. C'est réaffirmé une fois encore dans ce texte. S'il y a beaucoup de monde dimanche prochain, ça vous fera réfléchir par rapport justement à cette loi d'une façon générale, non ? Parce que écoutez, très sincèrement, de crisper de nouveau la société française. Vous avez bien vu que la société française est beaucoup moins crispée qu'il y a quelques années sur l'occasion du mariage pour tous, notamment. Les débats à l'Assemblée se sont très bien passés, ont été de très grande qualité, et même. Enfin, je veux dire, entre les différentes opinions. Oui, mais là, on touche aussi à la modification génétique, quoi. Au Sénat, aussi, au Sénat de la même façon. Au Sénat de la même façon, où je vous rappelle que la majorité est à droite. La question notamment de la PMA pour toutes est passée sans aucun, a été adoptée en commission, parce que c'est déjà en examen au Sénat, a été adoptée en commission sans aucun problème. Sur tout ce qui est recherche embryonnaire, même eu quelques prises de position plus libérales que celles du gouvernement, ou qui aura à cœur de faire en sorte. C'est dangereux de jouer avec les embryons, non ? Oui, c'est dangereux de jouer avec les embryons. Enfin, effectivement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que effectivement, le débat médiatique, normalement, c'est pas mal focalisé sur la question de la PMA pour toutes, ce qui est compréhensible, parce que c'est une question de société importante et qui a des implications dans la vie de nos concitoyens très importantes. Mais il y a des choses bien plus fondamentales, bien plus vertigineuses aussi, pour notre société, qui ont trait justement à la recherche génétique et qui sont passées un peu sous le radar, parce que c'est des sujets aussi très complexes. Adrien Taquet, vous êtes secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Alors, est-ce qu'il y a une défaillance de l'aide sociale à l'enfance en France ? Il y a un reportage assez choc qui va passer dimanche prochain sur Zone Interdite, M6. On a reçu hier Ophélie Meunier. Oui, alors écoutez, moi j'ai pas été sollicité pour ce reportage. C'est dommage, parce que j'aurais pu leur dire un peu ce que l'on fait depuis un an. Mais donc on n'a fait que me rapporter les choses. Si ce que l'on m'a rapporté est avéré, c'est intolérable. Personnel non qualifié, sans diplôme, etc. Il faut revoir avec les départements d'où vient la défaillance.
Écoutez, moi, à cet égard, moi, j'ai pas de langue de bois et je tiens le même discours que lui. Je pense que il faut que chacun soit au rendez-vous de ses propres responsabilités. Oui. Alors, il y a des sujets de fond complexes qui remontent à loin. Il y a des problèmes, par exemple, sur la santé des enfants. La santé des enfants protégés est moins bonne que la santé des autres enfants de notre pays. C'est pas normal. C'est la raison pour laquelle on a instauré, dès l'année dernière, un bilan de santé obligatoire à l'entrée à l'aide sociale à l'enfance. Il y a des problèmes de déscolarisation. On va mobiliser, ça s'est mis en place, un dispositif qui s'appelle l'APAD, c'est l'assistance pédagogique à domicile, c'est ce qu'il y a pour les enfants qui ont des maladies de longue durée quand ils sont à l'hôpital pour éviter la déscolarisation. Bref, on mobilise tout ça. Ce qui est évoqué dans le reportage, semble-t-il, c'est des questions de sécurité immédiate. Et là-dessus, chacun doit prendre sa responsabilité. Je vais commencer par l'État, même si c'est les départements, la responsabilité de mise en œuvre des départements, je vais commencer par l'État. L'État doit jouer son rôle, parce qu'on doit garantir la sécurité de nos enfants. C'est la raison pour laquelle on a mis en place un groupe de travail, enfin on travaille sur l'établissement de normes. On doit mieux normer les taux d'encadrement, par exemple. Voilà. Et d'ici le second semestre 2020, il y y aura des normes nouvelles qui vont être établies. De ça, alors. Vous allez redire au département de... Mais l'État doit réinvestir la protection de l'enfance. Il faut recentraliser alors. C'est pas une question de recentralisation. Il faut que l'État se réinvestisse. Il faut que les départements soient plus stricts. Il faut que les départements aient des plans de contrôle qui les mettent en œuvre et qui mettent en œuvre des contrôles inopinés. Et puis, il faut que les établissements, les lieux de vie aussi. Il n'y a pas dans le social, il n'y a pas de culture de contrôle interne et externe. Moi, c'est un peu ce que j'ai découvert. Donc, c'est pour la raison pour laquelle j'ai demandé à la Haute Autorité de Santé, c'est elle qui fait tous les processus, les méthodologies de contrôle pour les hôpitaux, d'établir des normes et une méthodologie de contrôle interne et externe. Ça aussi, d'ici le second semestre, ça sera mis en place. Adrien Taquet, est-ce qu'on a une idée aussi du nombre de mineurs errants, des migrants dans la rue aujourd'hui? Qui doit s'en occuper également? Parce que visiblement, c'est un gros problème dans beaucoup de villes. Alors, on a des problématiques de chiffres, et puis il y a des on ne sait pas d'ailleurs aujourd'hui combien il y a de... On ne sait pas, on a une difficile appréhension. Il y a des controverses sur l'âge de ces mineurs, parce que, permettez-moi de rappeler quand même que dans notre pays, et c'est tout dans notre honneur, mais non, c'est normal, c'est du droit international, et c'est l'esprit français. Dès qu'un mineur arrive en France, qu'il se déclare mineur, nous avons une obligation de protection. C'est un enfant avant d'être un migrant ou un étranger. Et donc un enfant, à partir du moment où il est évalué mineur, il rentre dans le système de l'aide sociale à l'enfance. Nous lui devons protection. Et il y a probablement des choses à améliorer là-dessus. Sur les conditions de protection de ces enfants. Voilà, donc ça, il faut revoir les conditions d'accès, alors aussi, justement. Non, c'est... les conditions d'accès, les départements ont l'obligation, et elles le font, d'évaluer la minorité. Et à partir du moment où les gens sont mineurs, ils sont pris à l'aide sociale à l'enfance. S'ils sont évalués majeurs, ils rentrent dans les autres dispositifs. On avait déjà des demandes d'asile, par exemple. Sur l'aide à l'enfance, alors là, ça complique encore un peu les choses, quoi. C'est quand même des centaines ou quelques milliers de... En 2018, qui a été une année où beaucoup de jeunes enfants sont arrivés dans notre pays, il y a 40 000 personnes qui sont arrivées en se déclarant mineurs. Et au final, il y en a plus de 18 000 qui ont effectivement été reconnus mineurs et qui sont donc protégés par notre système de protection de l'enfance. Adrien Taquet, le mot de la fin avec Cécile de Mélibus. Oui, vous parliez de protection et certaines affaires commencent à sortir, comme celle de l'écrivain Gabriel Matzneff, qui est pédophile assumé et qui a agi quand même pendant des années en toute impunité. Est-ce qu'il faut mettre fin justement à cette impunité sur les personnalités connues, reconnues ou pas? Mais c'est indispensable. Je trouve que l'affaire Matzneff, ça en dit pas tant sur une époque, un peu post-68 hard, 70-80, pas sur un milieu littéraire ou sur une personne même. Ça en dit beaucoup sur notre époque, sur nous-mêmes. Comment pendant 30 ans, on a pu laisser faire cela. Vu au sud de tous, enfin en tout cas de beaucoup de monde. On est tous responsables. Bien sûr qu'on est tous responsables. Donc l'impunité, elle va finir. Moi j'ai envie qu'il y ait un avant et un après Matzneff. Voilà, mais ça veut dire qu'il y a pas mal de têtes qui vont tomber, vous le savez quand même. Mais si le Mébus, moi j'ai pas de souci à ce qu'il y ait des têtes qui tombent, mais permettez-moi de vous rappeler que 80% des violences faites aux enfants, de toute nature, sexuelles, physiques, psychologiques, c'est dans le cadre familial qu'elles ont lieu. Donc le pédophile, c'est aussi personne qui est à côté de vous. Ça peut être votre boulanger, ou votre c'est ce que je disais, personnalité ou pas. Voilà, donc c'est aussi beaucoup pas de personnalité. Donc ne tombons pas dans... On a beaucoup de plaintes en ce moment ou pas? Mais vous savez, les chiffres sont terribles. C'est 27 000 plaintes pour agression sexuelle sur enfants chaque année dans notre pays. Et je ne vous parle que des plaintes. Donc la réalité, c'est 100 à 150 000 enfants probablement agressés sexuellement. On estime qu'il y a 4 millions de nos concitoyens qui ont été victimes d'inceste dans notre pays. D'inceste. Dernier tabou à faire exploser. Il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. La réalité de l'enfance dans notre pays éclairé, peuple...
Voilà, c'est celle-ci. C'est ça dont il faut parler. Il faut c'est signaler. ça le sujet. Bien sûr qu'il faut signaler. Dans le doute, il faut signaler. Il y a 3 Français sur 4 face à une suspicion de signalement. Vous savez, ces cris qu'on entend de l'autre côté du mur le soir tard dans son immeuble, n'appellent pas le 119 qui est le numéro qu'il faut appeler pour signaler. 3 Français sur 4 face à une suspicion de maltraitance n'appellent pas le 119. Ça commence aussi par là. Moindre doute. Je suis désolé. Mais il y aura peut-être de la casse, mais la situation est telle que face au moindre doute, il faut appeler le 119. Et il faut que ça soit le combat des années 2020. Merci Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. On a un petit peu débordé, pardon pour le journal dans un instant, mais le sujet méritait notamment dès qu'on parle en fait des enfants et de ces questions sensibles. Reste avec nous, 7h59, et c'est le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.